Il y a des phrases qu'on n'oublie jamais. Pas parce qu'elles sont belles, parce qu'elles brûlent. Et celle-là, ma mère l'a prononcée devant des invités, sans même baisser la voix. Les filles comme toi n'ont pas de place à cette table. Tu prends le sol si on t'y autorise. Mon frère Théo était assis dans son fauteuil en chêne verni, détendu, souriant. Moi, j'avais un pliant rouillé récupéré dans le garage, dont les bords métalliques me rentraient dans les cuisses chaque hiver. 4 assiettes en porcelaine de Strasbourg pour eux, une serviette en papier pour moi. Chaque jour, d'une façon ou d'une autre, ils trouvaient le moyen de me rappeler que je n'avais jamais vraiment été des leurs. Le jour de mes 25 ans, ma grand-mère Élise m'a glissé une enveloppe épaisse dans la main en chuchotant « N'ouvre pas ça devant eux ». J'ai roulé 3 rues plus loin, j'ai déchiré l'enveloppe et la première ligne a fracassé tout ce que je croyais savoir de moi-même. 7 ans ont passé. Ce soir, mon frère organise une fête somptueuse dans la maison de la ruelle Érable-Vallon. Champagne, 60 invités triés sur le volet, flash de téléphone partout. Il s'imagine que je suis encore cette fille inutile sur son pliant rouillé. Demain matin, je franchis cette porte, et leur mensonge parfait s'effondre devant tout le monde. Je m'appelle Zaramé, j'ai 32 ans, mon dossier juridique est posé sur le comptoir de ma cuisine à Vincennes, scellé à la cire rouge que j'ai pressée moi-même. Mon tailleur anthracite est accroché derrière la porte. La photo de ma mère repose à côté de mes clés. Elle est morte il y a 32 ans. Je porte son nom en silence depuis presque aussi longtemps. Si tu veux savoir ce qui se passe demain, reste avec moi jusqu'au bout. Parce que ce que j'ai découvert dans cette enveloppe, personne dans cette maison ne s'y attend. Mais avant d'en arriver là, laisse-moi te ramener à la salle à manger de la ruelle Érable-Vallon et à la chaise qui n'a jamais été faite pour moi. Cette salle à manger a accueilli exactement 32 dîners de fête. J'en ai survécu 25. J'y assistais sur une chaise pliante en métal rouillé sortie du garage. Beige, le genre qu'on installe aux enterrements quand il n'y a plus assez de place pour la famille. Le dîner le plus important, c'était celui de novembre 2018. J'avais 24 ans. 12 personnes remplissaient la pièce. 8 membres de la famille, côté père, Madame Renard du conseil de l'école du dimanche avec son fils adulte, 2 voisins qui venaient depuis des années par pure obligation sociale. Ma mère servait la dinde, 22 livres, bio, de chez Saveur. Elle portait un gilet bordeaux à boutons de nacre. J'ai tendu le bras pour attraper une cuisse, la seule qui restait après que mon frère avait pris sa part. Et là, sans baisser la voix, au volume d'une conversation normale, comme on corrige l'enfant d'une inconnue dans un supermarché, elle a dit que les filles comme moi n'avaient pas de chaise à cette table. Que si on était d'humeur, on pouvait avoir le sol. La salle à manger s'est tue. Comme dans un restaurant quand quelqu'un fait tomber un verre. Madame Renard a toussé. Théo a glissé un regard sur son téléphone et a ri de quelque chose sur l'écran. Comme si rien n'avait été prononcé. Mon père s'est resservi du vin. J'ai posé la cuisse sur une assiette en carton. Je me suis penchée et j'ai mangé sur ma chaise pliante, les genoux presque contre le papier peint. Madame Renard a appelé ma grand-mère ce soir-là. Je ne l'apprendrai qu'en avril suivant, quand Élise m'a enfin rappelé. À ce moment-là, elle préparait un plan depuis 6 mois déjà. Mon frère Théo est né en mars 1991, moi 3 ans plus tard. La différence entre nous, aux yeux de nos parents, c'était 3 ans et un univers entier. À 16 ans, il a eu une Peugeot d'occasion. À 16 ans, moi, j'ai eu une brochure de formation professionnelle et une liste de factures mensuelles qu'on attendait que je commence à payer. À 18 ans, il est parti à l'université de Lyon avec un fonds de 85 000 €. Sur 4 ans de frais de scolarité, de résidence et de repas, la famille a versé 156 000 € dans son diplôme. Moi, à 18 ans, je me suis inscrite à l'université de technologie de Vincennes et j'ai payé 5 400 € de mes propres économies, gagnées dans une boulangerie de la ruelle principale. En juin 2022, quand Théo s'est marié, mes parents ont signé un chèque de 28 000 € pour le domaine Renard où se tenait la réception. Je n'étais pas invitée au dîner de répétition, je n'apparais sur aucune photo de mariage. J'étais à la table 14 entre la colocataire de fac de la demoiselle d'honneur et quelqu'un dont j'ai oublié le prénom avant le dessert.
En 2020, quand il a acheté son premier appartement à Lyon, ils lui ont donné 42 000 € pour l'apport. En 2017, quand j'avais besoin de 2 000 € pour réparer ma voiture, ma mère m'a répondu qu'il fallait apprendre à gérer mon argent. À 19 ans, j'ai eu assez de courage pour poser la question directement. Pourquoi il n'y avait pas de fonds pour mes études à moi? Ma mère a pris un ton doux, presque tendre, et elle m'a dit qu'ils avaient utilisé ce qu'ils avaient pour nous deux, que le diplôme de Théo profitait à toute la famille et que le mien n'aurait pas eu le même effet. Je l'ai cru. Je l'ai cru parce que je ne savais pas encore lire les chiffres et parce qu'elle me disait ce qui était vrai depuis avant que je sache parler. Il y avait des phrases que ma mère répétait, comme d'autres fredonnent des chansons. Les filles comme toi devraient être reconnaissantes, on t'a recueilli, tu nous dois tes chaussures. La première fois qu'elle a dit « tu n'as jamais vraiment été à nous », j'avais 12 ans. On était dans la cuisine. Elle venait de m'expliquer que je ne pourrais pas partir en colonie parce que l'argent était nécessaire ailleurs. J'ai demandé « pourquoi Théo allait au stage de foot chaque été ?» Elle s'est retournée avec une cuillère en bois à la main et elle a dit ça, comme si elle attendait cette réplique depuis 12 ans. « Tu n'as jamais vraiment été à nous, Zara. Ne tente pas ta chance. » Mon père était dans la pièce d'à côté. Il est entré, il l'a regardé, il m'a regardé, puis il a juste dit « Élise, pas à table ». C'était ça, la défense la plus proche que j'ai jamais obtenue de lui. Il n'a pas rectifié, il ne m'a pas prise dans ses bras. Il lui a simplement rappelé les règles de la bienséance, que certaines choses ne se disaient pas dans la cuisine où les voisins pouvaient entendre. Elle a répété cette phrase encore 3 fois avant mes 25 ans. Ma grand-mère, elle, habitait à 25 minutes de chez nous, à Vincennes. Elle n'avait jamais eu d'endroit vraiment à elle, après tout ça. Quand mon grand-père Gérard est mort en 2014, elle a emménagé à la résidence senior de Vincennes, chambre 218. Sa fenêtre donnait sur un petit jardin. Ma mère lui permettait de venir à Noël et à Pâques, rien de plus. Pas de nuit passée chez nous, pas d'appel téléphonique sans ma mère dans la pièce. Quand j'étais petite, ma grand-mère glissait toujours un bonbon à la menthe dans ma paume chaque fois qu'on se disait au revoir. Et ma mère la regardait par-dessus sa tête avec une expression que je n'ai pas comprise pendant des années. En avril 2019, ma grand-mère m'a appelé sur mon portable pour la première fois. L'appel est arrivé un dimanche soir à 20h14. Sa voix était plus douce qu'à l'habitude. Elle m'a dit d'écouter attentivement, de venir tôt le jour de mon anniversaire, de venir seule, de ne pas dire à ma mère qu'elle avait appelé. Elle avait quelque chose à me donner, quelque chose qu'elle aurait dû me donner depuis longtemps. Je n'avais jamais entendu ma grand-mère avoir peur. 5 jours plus tard, j'allais comprendre pourquoi elle avait attendu 25 ans. Je suis arrivée chez mes parents le matin du 16 mai 2019, exactement comme Élise me l'avait demandé, 9h du matin. La cuisine sentait le thon et la chapelure. Sur le plan de travail, un plat recouvert de papier aluminium. Un petit mot posé dessus, écrit de la main de ma mère. « Joyeux anniversaire, la sœur de Théo ». Elle n'avait pas écrit mon prénom sur un mot depuis mes 9 ans. Théo était dans sa chambre, devant la télévision. Mon père lisait son journal. Aucun des deux n'a levé les yeux quand je suis entrée. Ma mère était à l'évier, elle a rincé une tasse. Elle s'est retournée en entendant la porte. « Tu es en avance ?» J'ai haussé les épaules. Alors elle a posé une question que je ne l'avais jamais entendue poser de ma vie. Elle a demandé si quelqu'un m'avait dit de venir tôt. Pas qui t'a dit, pas pourquoi. Elle savait déjà. Elle savait avant même qu'Élise soit arrivée. Une voiture s'est garée devant la maison à 10h30. Élise est descendue seule. Elle avait 82 ans ce printemps-là, mais elle a remonté l'allée en briques, comme une femme qui attendait ce moment depuis 25 ans. Elle portait son vieux sac en cuir marron. Ses initiales étaient gravées sur la bandoulière en or pâli. Ma mère a ouvert la porte et proposé de prendre le sac. Élise a refusé. Elle a gardé son manteau sur les épaules, le sac serré contre son flanc. Elle a dit qu'elle voulait me voir seule un moment, dans le fond. Ma mère a ouvert légèrement la bouche. Elle n'a pas dit non. Elle regardait. Élise m'a guidée vers la buanderie, cette pièce où j'avais dormi de l'âge de 2 ans jusqu'à mon départ pour la fac. La planche à repasser pliante, les étagères de lessive, la petite fenêtre au-dessus du sèche-linge. Elle a ouvert son sac. Elle m'a tendu une épaisse enveloppe Kraft scellée à la cire rouge, marquée d'un H. « Prends ça. Ne lis pas ici. Ne lis pas dans cette allée. Roule au moins 3 rues et quoi qu'il arrive, ne laisse pas ta mère voir ton visage quand tu liras la première ligne. » Elle n'a pas dit au revoir. Elle savait que je comprendrais pourquoi elle ne pouvait pas. Je suis retournée à la cuisine avec l'enveloppe glissée sous ma veste. Ma mère se tenait à la fenêtre. J'ai dit que j'avais oublié quelque chose dans la voiture. Elle n'a pas bougé. J'ai traversé le jardin. Je me suis installée dans ma Peugeot grise, la seule voiture que j'ai jamais eue.
J'ai fermé la portière, j'ai mis le contact. Dans le rétroviseur, ma mère était encore là, debout dans l'encadrement. Elle n'a pas fait signe. Elle regardait comme quelqu'un qui attend qu'on emporte quelque chose qu'on ne ramènera pas. Ce n'était pas moi qu'elle regardait partir, c'était l'enveloppe. J'ai roulé 3 rues. Je me suis garée derrière une église, un jeudi matin, parking vide, sauf pour un camion de maintenance. J'ai coupé le moteur. J'ai allumé la lumière du plafond. J'ai brisé le seau de cire avec mon pouce. Il y avait 5 documents à l'intérieur. Le premier était une feuille dactylographiée, 3 lignes seulement, centrée, comme la page de titre d'un livre. Ils t'ont menti pendant 25 ans. Ta vraie mère s'appelait Viviane Duval. Elle est morte un jour après ta naissance. Je l'ai lu 3 fois. La 3e fois, ma main s'est arrêtée. J'ai posé la feuille sur mes genoux. J'ai fixé le mur de l'église sans vraiment le voir. Un agent de maintenance est passé devant ma voiture avec un râteau. Il ne m'a pas regardé. Je n'ai pas pleuré. Mais quelque chose en moi s'est tu. Ce genre de silence qui arrive quand un mur contre lequel tu t'es appuyé toute ta vie n'est soudain plus là. Ma mère ne s'appelait pas Élise. Elle s'appelait Viviane. Je n'avais jamais entendu ce prénom dans notre maison. Jamais vu écrit nulle part. On m'avait répété toute mon enfance que j'étais née d'une grossesse difficile, que j'avais failli ne pas survivre, que j'étais un miracle auquel personne ne s'attendait vraiment. L'histoire avait des détails précis. L'hôpital, la durée du travail, le premier geste que j'avais fait en tant que nourrisson. Tout ça raconté sur une femme que je n'avais jamais rencontrée, par une femme qui n'était pas sa sœur. Voilà qui elle était. Les 4 autres documents complétaient le reste de l'enveloppe. Une photocopie d'un testament daté du 14 février 1994. Une photocopie d'un acte pour le 28 ruelle du Vallon Érable. Un rapport d'enquêteur privé de 2 pages, daté d'août 2008. Et une carte de visite sur papier crème épais. Elle portait le nom de Morel Laurent, avocat au domaine. En dessous, au stylo, ma grand-mère avait écrit 4 mots. « Elle attend ton appel ». J'ai composé le numéro. Il a décroché à la 2e sonnerie. Une voix d'homme, calme, âgée, pas surprise du tout. Il a dit « Mademoiselle Duval » avant même que j'aie ouvert la bouche. J'ai bégayé quelque chose. Je m'appelle Zaramé, je suis Mademoiselle Duval, oui. Il a répondu que ma grand-mère lui avait dit que je lirais tout ça dans un parking quelque part, qu'il avait libéré son après-midi, qu'il fallait que je vienne à Lyon, que nous avions beaucoup à nous dire, 25 ans de choses à nous dire. Il m'avait appelée Mademoiselle Duval, pas Mademoiselle May. Personne ne m'avait jamais appelée Duval. Il l'avait dit comme si c'était mon nom depuis toujours. Je suis allée à Lyon. Je suis restée 3 heures dans son bureau. Il m'a donné une liste de choses à mettre en place. Un nouveau compte bancaire qu'il m'aiderait à ouvrir. Une location courte durée dans un hôtel. Un téléphone jetable pour quelques semaines. Le nom d'une thérapeute spécialisée dans les révélations familiales tardives. Et avant que je parte, il m'a dit une chose. Il a dit que j'allais être tentée de rentrer ce soir-là et de tout confronter, que je ne devais surtout pas, qu'il me raconterait 1000 nouveaux mensonges, que j'en croirais au moins un. Il se prépare à ça depuis 25 ans, il a dit. Tu peux bien attendre une nuit de plus. J'ai conduit jusqu'à un hôtel près du centre. 134 € la nuit. J'ai payé en liquide avec mes économies d'urgence. Je me suis allongée sur le lit avec mon manteau pendant 2 heures avant de retirer mes chaussures. Je n'arrivais pas à bouger, comme si ôter mes chaussures, c'était admettre que j'allais rester. J'ai rallumé mon téléphone à 22 heures. 18 appels manqués de ma mère, 6 de mon père, 2 de Théo. Un seul message vocal, 38 secondes. La voix de ma mère. Zara, tu rentres à la maison maintenant et tu me dis ce que cette femme t'a donné. Tu m'entends ? Tu ne pars pas de cette famille comme ça. Tu ne pars pas de cette famille comme ça. Elle l'avait dit 2 fois. La 2e fois, sa voix s'était brisée. Pas parce qu'elle avait peur de me perdre, parce qu'elle avait peur de ce que je savais maintenant. J'ai sauvegardé le message. Je me l'ai envoyé par mail. J'ai envoyé le fichier audio à Maître Morel à 1h du matin. Puis j'ai éteint le téléphone. Je n'ai pas dormi avant 5h du matin. Quand je me suis réveillée à midi, j'avais pris 3 décisions. Je ne rentrais pas. Je ne mentirais pas sur les raisons. Et je ne gâcherais pas ce que cette femme avait attendu 25 ans pour me donner. En l'espace d'une semaine, ma mère avait appelé 28 personnes. Elle avait commencé par mes amis du lycée, puis elle avait élargi en cercle concentrique. La version qu'elle racontait était simple. J'avais eu une dépression. J'inventais des accusations. Je fabriquais des mensonges pour soutirer de l'argent à une famille qui m'avait recueilli par charité.
La paroisse où elle dirigeait l'école du dimanche depuis 14 ans a suivi, en moins d'un mois. Théo a posté quelque chose de vague. Certaines personnes naissent ingrates. 86 personnes ont aimé ça. Sur les 28 personnes appelées, 3 n'ont pas cru ma mère. 3 personnes sur 28. Je me souviens de m'être répété ce chiffre dans ma tête pendant des jours. 3, pas plus. La première, c'était Sophie, mon amie depuis la 5e. 2 jours après l'appel de ma mère, j'ai reçu un message. « Et ta mère m'a appelé. Elle a dit des choses, je ne la crois pas. Rappelle-moi quand tu peux. » Sophie. Juste ça. 3 petites lignes qui m'ont fait pleurer debout dans ma cuisine. J'avais 3 amis. Il s'avère que j'en avais besoin exactement de 3. J'ai rendu l'appartement que mes parents avaient co-signé. J'ai trouvé une chambre dans une colocation à Vincennes, rue Laurent, avec 2 étudiants en master de Paris-Sorbonne. Ma part du loyer était de 580 € par mois. Je travaillais à 3 endroits. Le matin dans un café en centre-ville, l'après-midi comme assistante dans un cabinet dentaire, le week-end en rayon dans une épicerie bio. Mon salaire net mensuel tournait autour de 1 700 €. Je ne dormais pas beaucoup, je ne pensais pas à demain, je survivais semaine par semaine. Fin juin, Morel m'a convoqué dans son bureau. Il a fait glisser un dossier sur la table. À l'intérieur, une lettre de proposition de poste. Assistante juridique stagiaire au cabinet Duval et Associés. Salaire de départ 38 000 € annuels. Et une aide à la formation pour une certification juridique à l'université. Sur une deuxième feuille, l'attribution d'une bourse appelée Fonds marchand pour l'éducation. 6 200 € par an académique. Je ne vous fais pas une faveur, a dit Morel. J'engage un témoin qui se trouve être la requérante. Vous travaillerez plus dur que n'importe qui dans ce cabinet. Votre grand-mère a insisté. Et en 31 ans à la représenter, elle a insisté sur très peu de choses. Il n'a pas dit que la bourse venait d'Élise. Les documents indiquaient anonyme. Mais je savais, évidemment que je savais. J'ai commencé au cabinet le 1er juillet. Les cours de droit en septembre. La même semaine, je me suis inscrite en licence de droit à distance pour adultes en activité. 4 ans. La bourse de ma grand-mère couvrait presque tout. Les 12 premiers mois au cabinet Morel, j'ai appris à lire un testament, à déposer une action en bornage, à interroger un témoin sans orienter ses réponses, à regarder un acte notarié et trouver le mensonge glissé entre les lignes. Quelqu'un avait toujours pris soin d'enfouir le mensonge, juste là où on ne cherche pas au premier regard. À Thanksgiving 2019, Élise m'a invitée à la résidence Seigneur du Vallon. On s'est installé dans la salle commune. Elle a tenu ma main pendant toute la visite. Elle ne parlait presque pas. Au moment où je me levais pour partir, elle a sorti de sous son fauteuil un album photo relié en cuir marron. Elle a dit que c'était des photos de ma mère. Ma vraie mère. Elle les avait toutes retirées de la maison en 1995 et les avait gardées pour moi. Il y avait 84 photographies. Viviane a 5 ans, les 2 dents de devant manquantes, serrant un lapin en peluche. Viviane a 16 ans, sur les marches de son lycée. Viviane, au début de la vingtaine, devant une table à dessin d'architecte. Viviane a 30 ans, enceinte de 8 mois, dans une robe en lin blanc, debout dans la pièce principale du 28 ruelle Érable Vallon. Elle avait exactement mes yeux. Ces yeux que ma mère, celle que j'avais appelée ma mère, m'avait toujours dit tenir de mon père. J'ai refermé l'album. Je suis restée dans le parking de la résidence pendant 10 minutes, l'album serré contre ma poitrine, avant de pouvoir monter en voiture. En janvier 2020, j'ai demandé à Morel pourquoi j'avais vu dans la salle des archives un dossier étiqueté « Duval, Viviane, 1994 ». Il m'a emmenée au sous-sol, sans un mot. Il a désigné une armoire en acier ignifugé et m'a expliqué que cette armoire contenait tout. Le brouillon manuscrit du testament de Viviane, les courriels qu'Élise avait envoyés à un notaire en 1994 pour tenter de modifier le domaine, les copies des virements bancaires, l'acte original. Et autre chose. Quelque chose que je n'étais pas encore prête à lire, il a précisé. Il a dit que tout ce qui se trouvait dans cette armoire m'appartenait, que le tribunal en aurait besoin au moment du dépôt, mais qu'il ne pouvait pas me laisser lire ça maintenant. Pas parce qu'il me cachait quoi que ce soit, mais parce que si je lisais ça avant d'être capable de le porter, ça me briserait. Et ma grand-mère ne voulait pas une fille brisée, elle voulait une fille prudente. Il a fermé l'armoire à clé. Il m'a tendu la deuxième clé.
Il a dit que quand je serais capable de me tenir devant ma mère et de ne rien ressentir, je serais prête. Que d'ici là, l'armoire resterait fermée. J'ai passé la clé sur une chaîne autour de mon cou. Je ne l'ai pas retirée pendant 5 ans. Laissez-moi vous montrer ce que j'ai construit pendant les 4 années qui ont suivi. Parce que la suite, personne ne l'avait vu venir. En mai 2023, j'ai traversé une scène en plein air au palais de l'université et j'ai reçu mon diplôme en études juridiques. J'avais presque 29 ans. 3 personnes étaient assises dans le public. Élise, sur une chaise pliante dans l'herbe, Morel, en costume marine à côté d'elle, et Naomi Beaumont, dans la rangée derrière eux, tenant un petit bouquet de jonquilles jaunes, parce qu'elle se souvenait que je lui avais dit une fois que c'étaient les fleurs préférées de Viviane. Le mois suivant, j'ai été promue de paralégale junior à paralégale spécialisée en analyse forensique. Mon salaire est passé de 52 000 € à 58 000. J'ai passé les 12 mois suivants à préparer l'examen de Certified Fraud Examiner. 4 modules. Transactions financières, droit, investigation, prévention de la fraude. J'étudiais au comptoir de ma cuisine jusqu'à 2 heures du matin en semaine. J'ai passé les 4 épreuves sur une période de 3 semaines en juin 2024. Je les ai toutes réussies du premier coup. Mon salaire est monté à 62 000. En juillet, j'ai acheté une Renault Laguna d'occasion chez un concessionnaire à Vincennes. Modèle 2018, 38 000 km, gris anthracite, 17 800 € en liquide. La première voiture que j'avais achetée avec de l'argent que j'avais gagné moi-même, sans jamais demander un seul centime à mes parents. En octobre, j'ai quitté la colocation pour m'installer dans un appartement d'une pièce, avenue de l'Est, 25e. 1 120 € par mois. L'immeuble était vieux, les radiateurs cognaient, la fenêtre de la cuisine donnait sur une ruelle. Mais c'était le premier endroit de ma vie où je n'avais pas besoin de baisser la voix. Pendant 25 ans, j'avais possédé exactement 2 paires de chaussures à ma taille. À 30 ans, j'en ai acheté une 3e. Et je me les suis achetées moi-même. À partir de l'été 2020, ma grand-mère m'envoyait une lettre manuscrite tous les 3 mois. Toujours sur ce même papier couleur crème qu'elle utilisait depuis 50 ans, à l'encre bleu-noir d'un stylo plume. Chaque lettre portait un fragment de ma mère. Vivian avait été architecte senior chez Renard et Associés, un petit cabinet à Vincennes. Elle avait conçu une bibliothèque pour enfants et participé à la rénovation d'une mairie de quartier. Elle avait l'habitude de fredonner quand elle dessinait. Elle gardait un petit bol en porcelaine sur son bureau, rempli de trombones triés par couleur. À 27 ans, elle était tombée amoureuse d'un homme qui s'appelait Julien. Ils s'étaient mariés en août 1991 lors d'une cérémonie intime. Il était ingénieur civil. Il avait 31 ans quand il a été tué dans un accident de voiture le 17 novembre 1993. Vivian était enceinte de 6 mois. Elle avait gardé son nom dans la vie de son enfant. Ma grand-mère écrivait qu'elle était née Duval et n'avait jamais changé son nom légalement. Mais le prénom Zara venait d'un poème que Julien avait lu à voix haute un soir. Il avait dit que ça sonnait comme une fille qui deviendrait inarrêtable. Vivian avait gardé ce prénom. Dans la dernière lettre de 2022, Élise avait écrit une seule phrase. « Quand tu seras prête à poser la question, ton oncle Théodore sera prêt à répondre. » En juillet 2023, Chloé Beaumont est rentrée de Lyon. On s'est retrouvés aux Galeries, dans un café rue Laurent. Elle m'a dit ce qu'elle attendait de me dire depuis 4 ans. Elle était allée au mariage de mon frère au domaine érable l'année d'avant. Nos mères siégeaient encore dans le même conseil de catéchisme paroissial et les invitations avaient été envoyées par pure obligation sociale. Naomi avait regardé ma mère descendre l'allée devant Chloé Marchand. Elle avait regardé ma mère présenter Chloé à chaque invité comme notre belle-fille. Et elle avait regardé Chloé, calme et précise, la corriger à chaque fois. Chloé lui rappelait qu'elle était la femme de son fils, pas sa belle-fille, et que ce n'était pas la même chose. Avant même le dîner de répétition la veille, Naomi m'a dit que Chloé avait arrêté de faire semblant. Elle observait la famille de mon frère comme une avocate qui surveille un contrat sur le point d'être signé de mauvaise foi. Naomi m'a appris que Chloé était associée principale en fusions-acquisitions chez Delacroix et Leblanc, qu'elle avait donné naissance à un fils prénommé Henri en mars 2024. Et puis, presque en passant, elle m'a dit que Chloé ne faisait jamais un mouvement sans levier. Les avocates en fusions-acquisitions ne le font jamais. J'ai pensé à cette phrase pendant 1 an et demi. En septembre 2025, Élise a fait un AVC léger, le côté gauche touché. Pour la première fois de sa vie, elle a eu besoin d'un déambulateur. Le lendemain de sa sortie de l'hôpital, vers la résidence Morel, Maître Morel m'a convoqué dans son bureau. Il a dit que ma grand-mère voulait que la requête soit déposée avant son 89e anniversaire en décembre, qu'elle voulait vivre pour voir l'acte rectifié. Nous déposons avant mars de l'année prochaine. Nous sommes prêts. L'armoire s'est ouverte ce jour-là.
Je suis descendue à la cave cet après-midi. J'ai déverrouillé l'armoire en acier avec la clé que je portais autour du cou depuis 5 ans. J'ai lu ce qu'il y avait à l'intérieur pendant 4 jours, seule, en bas, après la fermeture des bureaux. Quand j'ai eu terminé, je suis sortie. Je me suis assise sur le trottoir devant l'immeuble. Je n'ai pas pleuré, j'ai appelé Morel. Déposez-la avant ses 89 ans. La semaine suivante, Élise m'a posé une seule question. Quand l'invitation pour la pendaison de crémaillère arrivera, l'accepteras-tu ? Je n'ai pas répondu. Elle a souri. Elle savait que oui. L'armoire m'avait dit ce que ma mère avait fait, mais pas qui elle avait été. Pour ça, il me fallait passer un appel que je reportais depuis 2 ans. Je l'ai passé début octobre 2025. Théodore Marchand a décroché à la 3e sonnerie. Il n'a pas attendu que je me présente. Il a dit une seule phrase. Il attendait cet appel depuis le jour où son frère était mort. On s'est retrouvés 4 jours plus tard dans un petit café près de Vincennes. Il avait 64 ans. Grand, cheveux gris coupés courts. Il avait apporté 2 choses. Un rouleau de plans d'architecte, format grand, daté d'août 93, et un album en cuir. Les plans, c'était la conception originale du 28 ruelle de l'Érable à Vallon. Ma mère avait acheté une vieille maison en 93 et avait tout repensé, mur par mur. Théo m'a montré les élévations, la fenêtre en saillie dans la chambre de devant à l'étage, le coin lecture dans le couloir, l'arche entre la salle à manger et la cuisine. Il a posé le doigt sur le dessin et il a dit doucement que ma mère avait conçu cette maison pour un enfant qu'elle n'avait pas encore. Elle voulait 3 chambres. Elle prévoyait au moins 2 enfants. La fenêtre en saillie, c'était pour la chambre de bébé. Théo y dormait depuis ses 3 ans. Moi, j'avais passé 18 ans dans la buanderie. L'album contenait des photos de mariage. Viviane et Julien, août 91. Il riait sur presque chaque image. Une photo les montrait dehors, lui à genoux devant elle, la tête contre son ventre. Septembre 93. Elle était enceinte de 6 mois. Il avait été tué 9 semaines plus tard. Théo a refermé l'album sans rien dire pendant un moment. Puis, il a relevé les yeux. Je suis ton oncle, Zara. J'aurais dû venir te chercher il y a 25 ans. J'ai laissé ta tante Élise me convaincre qu'un enfant a besoin d'une mère, même mauvaise. Il a ajouté que ta grand-mère l'avait contacté en 2008 et qu'ils préparaient ensemble depuis. J'avais grandi orpheline dans une maison pleine de monde. J'avais en face de moi le premier membre de ma famille que j'ai jamais vraiment rencontré. Et ce qu'il m'a expliqué ensuite, je ne l'avais pas vu venir. Viviane Duval avait rédigé un testament holographe le 14 février 1994. Elle avait 30 ans. Il lui restait 3 mois avant d'accoucher. Son obstétricien lui avait dit sans détour que sa grossesse présentait un risque sérieux pour sa vie, une prééclampsie sévère avec des antécédents familiaux lourds. Elle n'avait pas attendu. Le testament faisait 3 pages, préparé avec l'aide d'un notaire qu'Élise lui avait elle-même présenté. Il désignait l'enfant à naître comme seul bénéficiaire de l'ensemble de ses biens. Il nommait sa sœur aînée, Élise, tutrice provisoire jusqu'aux 25 ans de l'enfant. Et il précisait, noir sur blanc, que la résidence au 28 ruelle de l'Érable à Vincennes serait transmise à l'enfant dès sa naissance. La tutrice devant gérer le bien en fiducie, sans jamais pouvoir le vendre, le grever ou le céder sans l'accord du fiduciaire. Le fiduciaire désigné était Morel. Au bas de la 3e page, dans la marge, de l'écriture ronde de ma mère, une seule phrase ajoutée à la main avant la signature des témoins. Si ma sœur conteste ceci, ma mère sait quoi faire. Ma mère avait anticipé. Le jour même où elle avait rédigé ce testament, elle savait qu'Élise se battrait. Elle avait eu raison. Et elle avait pris ses précautions. Élise n'a jamais déposé ce testament. En septembre 1994, elle a déposé une requête auprès du tribunal en déclarant que Viviane était morte intestat. Sans testament, sans volonté. La requête avait été acceptée parce que personne ne l'avait contestée. Élise était en deuil. Morel venait d'arriver au cabinet. Quand il avait appris la démarche d'Élise, elle était déjà installée dans la maison. Elle lui avait dit d'attendre que je sois prête. Le dossier contenait aussi les relevés de versement de l'assurance vie de ma mère. Valeur nominale, 380 000 €. Argent qui aurait dû me revenir. Argent qu'Élise avait touché à ma place. Le bénéficiaire unique désigné sur la police. Moi, l'enfant mineur de la défunte. Et les fonds avaient été versés à ma mère en sa qualité de tutrice légale, en 6 tranches entre 1994 et 1997. Tout était détaillé, ligne par ligne.
138 000 € pour solder l'hypothèque du 28 ruelle de l'Érable à Vallon, 3 mois après qu'Élise et Gérard s'y soient installés. 85 000 € pour ouvrir un fonds d'études au nom de Théo. 112 000 € prélevés par versements successifs pour payer la scolarité à l'école privée de Vincennes. 28 000 € pour la Peugeot de Théo. 17 000 € pour des travaux, des vacances et une adhésion éphémère d'Élise à un club de golf qu'elle n'aurait jamais pu se payer autrement. À mon 3e anniversaire, il ne restait plus rien. 380 000 €. Partis, dépensés pour une vie qui n'était pas la mienne. Le rapport du détective privé, mandaté par ma grand-mère en août 2008, résumait ça en 2 phrases. Le sujet a liquidé l'intégralité des fonds d'assurance du bénéficiaire mineur dans les 36 mois suivant le décès. Aucune dépense en faveur de l'enfant n'a pu être documentée. Ma grand-mère savait depuis 2008. Elle avait attendu 12 ans de plus pour me remettre l'enveloppe. Elle voulait que je sois assez grande pour me battre. Et elle voulait qu'il soit assez à l'aise pour avoir quelque chose à perdre. Le dernier document du dossier était une enveloppe scellée. Élise ne l'avait jamais ouverte. Elle m'attendait depuis 31 ans. Je l'ai ouverte le 4 novembre 2025, seule dans mon appartement. La lampe était allumée, mon thé avait refroidi. La lettre faisait 4 pages, écrite à la main par ma mère, datée du 14 février 1994, le jour même où elle avait signé son testament. En haut de la première page, au centre, une seule ligne d'adresse. À mon enfant. Si tu lis ceci, c'est que je suis partie. J'écris parce que les médecins ont employé des mots que je ne veux pas répéter. J'ai tout préparé. La maison est à toi. Le nom sur ton acte de naissance sera Duval, parce que mon mari et moi l'avons choisi ensemble. Quel que soit le nom qu'on te donne quand tu liras ces mots, tu as été Duval une fois. Je t'ai connu 4 mois avant de te perdre. Je t'ai aimé pendant chacun de ces jours. Ne laisse personne te convaincre que tu n'étais pas désiré. Tu étais l'enfant la plus attendue de cette maison. Ton père, Julien, est parti avant ta naissance. Il t'aurait aimé comme je t'ai aimé. La famille Sinclair est aussi ta famille. Le moment venu, ton oncle Théodore saura comment te retrouver. Je lui ai écrit. Si quelqu'un essaie de te raconter une histoire qui ne te semble pas vraie, écoute ce que tu ressens. Ce que tu ressens, c'est la vérité. L'histoire, c'est ce qu'on a besoin que tu crois. Trouve la différence. Construis ta vie sur cette différence. Avec tout mon amour, maman. Je me suis rendu compte après un moment que la page était mouillée. Je ne savais pas que je pleurais. Je n'avais pas pleuré depuis des années. Ma mère m'avait aimée pendant 4 mois. Ma tante s'était servie de moi pendant 31 ans. On leur donnait le même mot. Une seule d'elles l'avait mérité. Fin novembre, Morel m'a fait venir dans sa salle de réunion. Il n'a pas pris la peine de s'asseoir. Ta tante n'a pas seulement pris un enfant, a-t-il dit. Elle a pris un acte de propriété, un testament, un nom. Une maison qu'elle n'avait pas achetée. Elle l'a fait parce qu'elle le pouvait, parce que personne n'était assez grand pour l'en empêcher. Nous allons l'arrêter. En silence, par le papier, devant des témoins. Il a regardé le dossier sur la table un long moment sans parler. Ta tante a passé 31 ans à construire une image de mère. Nous allons passer 31 minutes à prouver qu'elle n'a été qu'une gestionnaire. Et une gestionnaire frauduleuse. 31 minutes. Il a dit ça comme si c'était déjà fait. J'ai demandé lesquelles exactement. Il a répondu que ce serait celle entre le toast et le gâteau. Lors de la pendaison de crémaillère, le premier signe que mon frère ne savait rien de tout ça est apparu le 22 janvier 2026. La publication LinkedIn de Théo est arrivée à 18h14. J'en ai reçu la capture d'écran par Naomi 2 minutes plus tard. Théo écrivait que quand ses parents lui avaient remis les clés de la maison où il avait grandi, il avait compris que ce n'était pas simplement un bien immobilier, que c'était un héritage. Il ne savait pas encore que cet héritage avait un autre nom dessus. 3 générations de souvenirs accueillant la suivante. Avec les hashtags valeurs familiales, Vincennes, nouveau départ. Mes parents lui avaient transféré le titre de propriété par acte de cession, le genre d'acte qui ne garantit aucun titre propre, déposé au bureau du département Fontaine cet après-midi-là. Numéro de document DC 2026 03 82. Morel a lu la publication le lendemain matin. Il a reposé sa tasse de café très lentement. Il a levé les yeux vers moi par-dessus son bureau. L'héritage, a-t-il dit, c'est un mot pour ce qu'on reçoit légalement. Il n'a rien reçu du tout. Le 18 février 2026, Théo a envoyé une invitation collective par email à 64 personnes. J'étais sur la liste. Il ne m'avait pas bloqué depuis quelque part en 2022, même si on ne s'était pas parlé depuis plus de 4 ans.
L'objet du message disait « Portes ouvertes à la maison familiale ». Il écrivait qu'avec Chloé, ils étaient ravis d'inviter tout le monde à une pendaison de crémaillère le samedi 16 mai à 16 h au 28 ruelle Érable-Vallon. Petit four et champagne seraient servis. 3 générations sous un même toit. Il avait bien orthographié mon nom. Il avait aussi bien écrit 3 générations. Il ne savait juste pas lesquelles. Le 16 mai, c'était aussi mon 32e anniversaire. 4 jours après l'invitation, ma mère m'a appelée, la première fois en 4 ans. Elle a laissé un message vocal à 19h48, 41 secondes. Zara, c'est maman, ça fait longtemps. Je sais que les choses ont été difficiles. On a tous tourné la page. Théo veut que tu sois là le 16. Vraiment. Viens tôt, vers 14h30. On pourra parler. Juste la famille, avant que les autres arrivent. Il y a des choses qu'on devrait tous se dire. Voilà. Je l'ai écouté 3 fois. J'ai sauvegardé le fichier audio sur 2 disques de secours. Je l'ai transféré à Morel. Il a répondu 7 minutes plus tard. Une seule phrase. Conservez le fichier, datez-le, notez l'horodatage, nous en aurons besoin pour le dossier. Ma mère avait dit « juste la famille ». Elle avait arrêté d'utiliser cette expression pour moi quand j'avais 12 ans. Elle l'avait sortie au pire moment pour elle. Ce soir-là, j'ai répondu à Théo. Court, poli, neutre. Théo, merci pour l'invitation. Je serai là. Dis-moi si je dois apporter quelque chose. Elle a signé Chloé. Il a répondu en 11 minutes. Juste toi, ce sera simple. Le lendemain soir, je suis allée à la résidence senior de Vincennes. Élise était dans son fauteuil roulant près de la fenêtre. Elle a pris ma main, elle m'a regardée avec cette expression posée, attentive, que j'avais appris à reconnaître comme sa façon d'être une mère à travers 3 générations. Mets le tailleur gris, celui que Morel t'a acheté pour la déposition. Prends ton dossier, entre par la porte principale, parle lentement, ne hausse pas la voix, laisse-les hausser la leur. Elle a marqué une pause. Le prénom de ta mère était Viviane. Tu vas prononcer ce prénom à voix haute dans cette maison pour la première fois de ta vie. Les murs attendent depuis longtemps. Je lui ai dit que j'avais prévu d'entrer par la porte de derrière. C'était toujours la porte que j'utilisais. La porte d'entrée était réservée aux invités. Élise m'a regardée et elle a souri. Alors, entre par derrière ? C'est la porte qu'elle aurait voulu que tu ouvres. On n'était pas d'accord pour la première fois en 6 ans. Moi par derrière, elle par devant. La maison avait 2 entrées. Demain, les 2 m'appartiendraient. Le tribunal de grande instance du département est situé boulevard du Dr Martin Luther King, au numéro 111 à Vincennes. L'honorable juge Gérard Mercier, 26 ans de carrière, présidait notre audience le 14 avril 2026. Morel a parlé pendant 32 minutes. Il a présenté le testament original de Viviane, la requête intestat qu'Élise avait déposée en 1994, les actes de propriété, le récapitulatif des versements des galeries, le rapport de l'enquêteur privé, la trace financière montrant comment le produit de l'assurance avait été dépensé. Mes parents n'étaient pas là. Leur avocat, un homme dont je ne répéterai pas le nom, s'est présenté et a déposé 3 requêtes sans substance. Le conseil de mes parents n'avait été mandaté que 2 semaines auparavant. Ça se voyait. Il avait manifestement à peine effleuré le dossier. Il a avancé brièvement que la requête était prescrite. Le juge Mercier l'a recadré en moins d'1 minute. Maître, la fraude envers le tribunal n'est soumise à aucune prescription dans ce département. La requérante est l'héritière légitime, qui a atteint l'âge de la découverte raisonnable à ses 25 ans en 2019. Elle a déposé dans le délai imparti. Asseyez-vous, maître. L'avocat s'est rassis sans un mot. À la fin de l'audience, le juge Mercier a prononcé une phrase que je n'oublierai jamais. Le tribunal reconnaît la validité du testament de 1994 de Viviane Duval, dûment signé, régulièrement attesté et jamais contesté dans les délais légaux à compter de la notification à l'héritière légitime. La décision suivra. 4 jours plus tard, le 18 avril, la décision est tombée. Le juge Mercier a annulé l'acte de renonciation que mes parents avaient fait signer à mon frère. Il a restitué le titre du domaine Viviane Duval à son unique héritière, moi. Morel m'a appelé à 16 h.
C'est fait, le domaine est à toi. On dépose l'enregistrement lundi. Le département Fontaine enregistrera le nouvel acte d'ici le vendredi 8 mai. La pendaison de crémaillère, c'est le 16. Tu seras propriétaire officiel depuis 8 jours entiers quand ils lèveront leur flûte de champagne. Je possédais une maison dans laquelle je n'avais pas vécu depuis 7 ans. Je n'avais pas dormi sous ce toit depuis le jour où ma grand-mère m'avait glissé une enveloppe dans les mains. J'allais le faire. Le 28 avril, Chloé Marchand s'est présentée au cabinet. J'étais dans une autre salle, en réunion préparatoire. Morel me l'a dit après. Elle n'était pas venue me voir. Elle venait, prétendument, au nom de son propre cabinet, pour explorer une collaboration sur des dossiers de propriété en débordement. Morel a reconnu son nom immédiatement. Il est resté poli, professionnel. Mais il m'a regardé d'une façon particulière en me racontant ça. Il ne m'a pas mentionné. Après son départ, Morel m'a exposé sa théorie, et en l'écoutant, j'ai compris que rien dans cette visite n'était anodin. Chloé Marchand observait ma famille depuis des années. Elle avait vu les contradictions au dîner de répétition. Elle avait vu comment ma mère me parlait, comment elle parlait de moi. Quand Henri est né en mars 2024, elle avait commencé ses propres recherches, discrètement. Elle avait consulté les archives foncières, elle avait croisé les historiques de titres. Elle savait. Elle savait depuis au moins l'été 2024. La visite du 28 avril n'était pas une découverte, c'était une confirmation. Et ce qu'elle avait fait ensuite, c'est là que ça devenait froid. Dès le 4 mai, soit 4 jours avant l'enregistrement de l'acte corrigé, Chloé avait commencé à transférer ses actifs personnels et ceux détenus conjointement avec Henri vers une fiducie révocable distincte à son seul nom. Au moment de la pendaison de crémaillère, mon frère n'avait plus aucun accès juridique à l'argent de sa femme. Elle n'avait appelé ni moi ni Henri, elle avait appelé son propre avocat. Elle construisait sa sortie depuis 12 jours avant cette soirée. Ce qui nous ramène au point de départ. Il est 23h47, le 15 mai 2026. Je suis dans mon appartement. Mon tailleur anthracite est posé sur la porte de ma chambre. J'ai ciré mes vieilles chaussures d'entretien, celles que je portais au cabinet dentaire il y a 4 ans. Certaines chaussures, on les garde pour ce qu'elles représentent. Et elles sont toujours les seules dans lesquelles je marche sans bruit. Sur ma table, un dossier en carton Kraft, 30 sur 22 cm, fermé à la cire rouge. Le cachet porte la lettre H, le même que celui de ma grand-mère sur l'enveloppe qu'elle m'avait remise 7 ans plus tôt, au même mois de l'année. À l'intérieur, une copie certifiée de l'acte corrigé enregistré au tribunal de grande instance le 8 mai. Une copie de la décision du juge Mercier. Un avis d'expulsion formel que Morel signifierait au moment choisi. Et une dernière chose, une photographie d'Élise Duval dans une robe en lin blanc, prise en mars 1994, enceinte de 8 mois. 2 mois. À 21h30, Élise a appelé. Elle a dit une seule phrase. J'ai entendu dans sa voix quelque chose que je n'avais pas entendu depuis des années. Pas de la peur, quelque chose de plus étrange, de la résignation. Elle a dit « J'y serai ». Morel m'amènera, Théo aussi. On arrive à 15h45, porte d'entrée. Le lendemain matin, je prenais la route vers Vincennes. Le lendemain après-midi, je passerai par la porte de derrière de la maison que ma mère avait construite. Et le lendemain soir, ceux qui m'avaient tout pris comprendraient enfin ce que signifiait vraiment ce qui n'avait jamais été le leur. Avant de vous dire ce qui s'est passé ce lendemain, qui est maintenant aujourd'hui dans l'histoire que je vous raconte, je veux vous demander une seule chose. Si quelqu'un dans votre famille vous a déjà dit que vous leur deviez le silence, que vous leur deviez de la gratitude pour un toit qu'ils ne vous ont pas vraiment donné, laissez les mots porte de derrière en commentaire. Pas comme une insulte, comme une promesse. La porte de derrière, c'est par là que je suis entrée. La porte d'entrée, c'est par là que je suis restée. Laissez-moi maintenant vous dire ce qui s'est passé quand les 2 portes se sont ouvertes en même temps. Je suis arrivée ruelle Érable-Vallon à 16h02, un samedi, le 16 mai. J'ai garé la Renault Laguna 2 maisons plus loin, derrière un érable qui était là depuis mon enfance. J'ai longé le trottoir. J'ai traversé le jardin du voisin par derrière, comme je le faisais adolescente quand je ne voulais pas que ma mère me voie rentrer du travail. Le jardin du 28 ruelle Érable-Vallon avait été transformé. L'herbe venait d'être tondue. Un grand barbecue trônait à côté de 4 tables hautes. Un bar improvisé avait été installé contre la clôture.
Une cinquantaine d'invités se tenaient en petits groupes, coupe de champagne à la main. Un photographe professionnel, engagé par la famille Marchand, je l'apprendrai plus tard, circulait entre eux avec un objectif long. Chloé se tenait seule, près de la porte de derrière, une coupe dans la main qu'elle n'avait pas portée à ses lèvres. Une robe bleu marine. C'est elle qui m'a vue en premier. Elle a levé son verre d'1 centimètre dans ma direction. Ce n'était pas un toast, c'était un signal. Elle attendait à cette porte depuis plus d'1 heure. Elle espérait que je passerais par là. Je suis entrée par la baie vitrée. J'ai traversé la cuisine. Je suis entrée dans la salle à manger. La table de la salle à manger était la même que Viviane avait achetée en août 1993. Noyer shaker, 182 cm sur 90. Les mêmes 4 chaises, le même arrangement. Ce soir, il y avait des pivoines blanches dans un vase en cristal au centre. Pas de chaises pliantes. Il n'y avait pas eu de chaises pliantes dans cette maison depuis 7 ans. Ma mère se tenait dans la résidence, dos à la cuisine. Un blazer crème, des perles aux oreilles. Mon père était au bar, il se versait un verre de rouge. Théo était près de la baie vitrée et montrait la vue du premier étage à un invité. Personne ne m'a vu entrer. Je me suis approchée de la table. J'ai tiré la chaise côté fenêtre, celle de Théo, celle où il s'était assis chaque dimanche depuis ses 3 ans, et je me suis assise dessus. J'ai posé le dossier Kraft devant moi. J'ai posé la photo de Viviane à côté. Ma mère s'est retournée. Elle m'a vue. Son visage a pris la couleur des pivoines. À 16h30, Théo a tapé sa flûte à champagne avec un couteau à beurre. Le silence s'est installé. Le photographe a levé son objectif. Mon frère s'est avancé en tête de table, à la place où ma mère s'était assise pendant 32 ans. Il souriait. Il tenait une petite fiche dans sa paume. Amis, famille, voisins, merci d'être là aujourd'hui. Cette maison est dans notre famille depuis plus de 30 ans. Mes parents l'ont achetée avant ma naissance. Ils m'y ont élevée, ils y ont élevé ma sœur, et aujourd'hui, ils ont fait cette chose extraordinaire de nous en confier les clés, à Chloé, à petit Henri et à moi. 3 générations sous un même toit, à la famille, au foyer, à tout ce que mes parents ont construit. Il a levé son verre. Une quarantaine d'invités ont levé le leur. Moi, je ne l'ai pas levé. Je me suis levée à sa place, debout près de sa chaise. Il ne m'a remarqué qu'en reposant son verre. « Ah, Zara, tu es venue ?» Tout le monde, je vous présente ma sœur Zara. Il m'avait appelée sa sœur devant tous ces gens. C'était la chose la plus douce qu'il m'ait jamais dite à voix haute. Et c'était aussi la chose la plus juridiquement compromettante qu'il ait prononcée de toute sa vie. J'avais pris un verre d'eau, pas de champagne, et j'ai parlé à voix mesurée, celle que ma grand-mère m'avait apprise. Pas trop fort, pas trop bas. Audible. Théo, merci. Je voudrais ajouter quelque chose à ton toast, si tu le permets. Je voudrais porter le mien. À la femme qui a vraiment construit cette maison. Ma mère, Vivian Duval. Un silence est tombé d'un coup. Quelqu'un a toussé au fond de la salle. Ma mère a fait un demi-pas vers moi et a prononcé mon prénom. J'ai levé une main. J'ai continué. Vivian Duval a acheté cette maison le 4 août 1993. Elle était architecte senior chez Renard et Associés. Elle a dessiné chaque mur de cette maison. Elle a choisi le nom de la chambre d'enfant à l'étage, celle avec la baie vitrée, pour l'enfant qu'elle portait encore. Cet enfant, c'était moi. J'ai ouvert la chemise cartonnée. J'en ai sorti l'acte certifié et je l'ai posé sur la table. J'ai ici une copie certifiée du testament de Vivian Duval, daté du 14 février 1994. J'ai ici une copie certifiée de l'acte de propriété original à son nom. Et j'ai ici, enregistré auprès du département Fontaine le 8 mai de cette année, l'acte rectificatif qui me désigne comme seul propriétaire de ce bien. J'ai laissé le silence durer. Puis j'ai regardé mon frère. Théo, Élise, Gérard, la maison est à moi. Je me suis assise. J'ai posé la chemise sur la table de la salle à manger, cette même table que ma mère avait achetée 33 ans plus tôt. Je n'y avais jamais pris cette place. Je l'ai prise ce soir-là. La pièce retenait son souffle. Élise a reculé d'un demi-pas. Gérard a reposé son verre sur le bar avec un claquement sec. Théo a saisi la chemise. Il l'a ouverte. Il a commencé à lire. C'est là que la porte d'entrée s'est ouverte. Élise est apparue sur le seuil, appuyée sur son déambulateur. Un homme tenait son bras gauche, une femme son bras droit. Ils se sont arrêtés tous les 3 à l'entrée de la salle à manger. Le photographe, figé depuis que je m'étais assise, a relevé son appareil, puis l'a rabaissé, hésitant. Élise a vu l'homme qui la soutenait à droite.
Sa bouche s'est ouverte. L'homme l'a regardé une seule fois. Il a dit calmement qu'il y avait 32 ans qu'il ne s'était pas vu. Élise est entrée dans la pièce. Elle avait 89 ans. Elle portait du bleu marine. La veille au matin, elle m'avait demandé la permission de faire ce qu'elle s'apprêtait à faire. Je la lui avais donnée. Elle a traversé la pièce lentement, s'est arrêtée debout et a dit d'une voix claire. Elle s'appelait Élise Duval, elle avait 89 ans et la jeune femme assise à cette table était sa petite fille. Sa fille cadette s'appelait Viviane Duval. Viviane était morte dans cette maison en lui donnant la vie. Elle avait attendu 32 ans pour prononcer le prénom complet de sa petite fille dans la pièce que sa fille avait fait construire. Ce prénom, c'était Zara Duval May, et cette maison lui appartenait. Élise n'a pas regardé ma mère. Elle a regardé la table, les pivoines, l'assiette où Viviane s'asseyait autrefois. Puis elle s'est installée dans le fauteuil que ma grand-mère avait acheté pour sa propre mère, celui qui trônait en bout de table depuis 1993. Ma mère a craqué. Elle a dit que c'était de la folie, que tout ça était inventé, qu'elle m'avait élevée, elle et ma sœur. Élise n'a pas répondu. Elle a regardé Morel. Il a fait un pas en avant. Il a ouvert le deuxième dossier qu'il avait apporté. Il a posé les documents un par un sur la table, dans l'ordre, comme on abat des cartes. D'abord, le testament original, écrit de la main de Viviane. Ensuite, la requête en succession intestate, déposée par Élise en septembre 1994. Puis, le récapitulatif de versement MetLife. Puis, le rapport de l'enquêteur privé de 2008. Et enfin, l'acte rectificatif, signé le 8 mai 2026. 3 invités proches de la salle à manger s'étaient penchés pour lire par-dessus l'épaule de Théo. L'un d'eux, un homme en costume anthracite, était associé chez Delacroix et Leblanc. C'était Chloé qui l'avait invité. Il a sorti son téléphone et a commencé à taper une note. Ma mère a haussé la voix pour la première fois. Elle m'a demandé comment j'osais amener ça ici, que Théo était mon frère. Théo n'a pas levé les yeux du testament. Il a dit à ma mère de s'arrêter, juste s'arrêter. Il voulait lire maintenant. Il a lu pendant 1 minute et demie. Quand il a atteint la note inscrite dans la marche par Viviane, juste avant les signatures des témoins, une phrase qui disait que si sa sœur contestait, sa mère saurait quoi faire, il a reposé la page. Il a regardé Élise. Il a dit doucement que sa mère savait. Qu'elle avait su depuis le début, que Viviane l'avait écrit. Ma mère a eu ce regard, celui qu'on a quand il n'y a plus rien à défendre. Elle a tendu la main vers Théo. Il a reculé d'un pas. Théo n'a pas pleuré. Il ne s'est pas excusé, pas encore. Il s'est avancé vers la table de la salle à manger et il s'est placé à côté de moi. Pas trop près, mais là. Il m'a regardé vraiment pour la première fois depuis presque 10 ans. Il a dit doucement qu'elle savait, qu'elle avait toujours su. J'ai fait oui de la tête. Il a levé les yeux vers Chloé. Elle l'a regardé en retour. Quelque chose a traversé l'espace entre eux, quelque chose que je n'aurais jamais su nommer. Ce dernier silence que 2 époux s'échangent quand le divorce n'a pas encore été prononcé, mais qu'il est déjà là. Elle a hoché la tête, il a hoché la sienne. Morel a pris la parole, la même voix calme et posée qu'il utilisait au tribunal. Il s'est adressé à mes parents en leur indiquant qu'en vertu de la décision rendue par le tribunal de grande instance, il disposait de 30 jours pour quitter le domaine ci au 28 ruelle de l'Érable, que les serrures seraient changées le 15 juin. Que les meubles, la table et tout ce qui datait d'avant 1994 appartenait désormais au domaine Duval. Ma mère s'est assise, lourdement, sur une chaise pliante remontée du garage le matin même pour les invités supplémentaires. La même chaise pliante sur laquelle j'avais passé 18 ans de ma vie. Elle avait mis 31 ans à me convaincre que je lui devais une place à sa table. La place qu'elle a finalement obtenue, c'était celle-là. Je n'ai rien dit, je n'en avais pas besoin. Dans les semaines qui ont suivi, la porte de derrière du 28 ruelle de l'Érable est devenue ma porte d'entrée. Les serrures ont été changées à la date fixée. Mes parents sont partis comme on part quand la loi l'exige. Ils ont pris les voitures, ils ont laissé la table, ils ont laissé la chambre que ma mère avait choisie avant de m'avoir jamais vraiment vue. Ils ont laissé les photos, 25 ans que je n'avais pas eu le droit de les voir, rangées dans une boîte au grenier, comme si elles pouvaient me faire du mal. Ma mère a perdu son poste de directrice de l'école du dimanche à Vincennes dans le mois qui a suivi. Le conseil n'a pas attendu de jugement. Il avait entendu cette rumeur siffler entre les dents des filles comme toi à un trop grand nombre de repas de fête. Et Madame Renard, l'une d'entre elles, avait finalement été contactée par Élise en novembre 2018. Madame Renard attendait, il s'est avéré, presque aussi longtemps que ma grand-mère.
À la fin de l'été, le bureau du procureur du département avait ouvert une enquête préliminaire sur le détournement du produit d'une assurance vie et la fausse pétition de succession de 1994. Je n'avais pas besoin d'y assister. J'avais donné ma déposition, les papiers ont fait le travail. Plus tard cette année-là, Chloé a demandé le divorce. Les motifs étaient discrets, les termes encore plus. Henri est resté avec elle. Théo a emménagé dans un petit studio à 4 rues de l'appartement que je venais de quitter. On ne se voyait pas souvent. Quand ça arrivait, on était polis l'un envers l'autre. Devenir quelque chose de plus que poli demandait un temps que ni lui ni moi ne pouvions encore mesurer. Je ne suis pas allée à la mise en examen de ma mère. Je n'avais plus rien à lui dire. Au milieu de l'été, Élise a emménagé au 28 ruelle de l'Érable. J'ai transformé la buanderie, la pièce où j'avais dormi enfant, en chambre au rez-de-chaussée avec des portes-fenêtres qui donnaient sur le jardin. Nouveau parquet, nouvelles fenêtres, un petit bureau près de la vitre, une lampe de lecture. Élise prenait son thé là chaque matin à 6h30. Théo venait tous les dimanches après-midi. Il apportait de petites choses qu'il avait mises de côté pour moi sans me le dire. Une alliance ayant appartenu à Vivian, que Julien lui avait offerte, un carnet de croquis de son école d'architecture, une fiche de recette écrite de la main de Vivian pour un plat de pâtes qu'elle adorait, huile d'olive, ail, zeste de citron, parmesan, persil, rien de compliqué. La nourriture qu'une jeune femme se prépare un soir de semaine quand elle est heureuse. Rien de plus. Élise s'asseyait à la table de la salle à manger les matins d'été. Elle regardait les pivoines s'ouvrir dans le jardin. Et chaque jour, elle me donnait un fragment de Vivian. Un seul, mais jamais anodin. Ta mère aimait son thé froid. C'est Julien qui lui avait appris. Il mettait de la glace dans tout. Il disait que la côte S ne savait pas boire le thé glacé et que quelqu'un devait y remédier. Je notais tout ce qu'Élise me racontait dans un petit carnet posé sur le bureau près de la fenêtre en saillie à l'étage. La fenêtre en saillie que Viviane avait conçue comme chambre d'enfant, celle que j'utilisais maintenant comme bureau. Je voulais entendre la voix de ma mère comme j'avais fini par entendre celle de ma grand-mère après toutes ces années. Et peu à peu, ça venait. C'est un mardi soir de fin mai. Je suis assise à la table de la salle à manger, la table de Viviane, le noyer en bois clair. Les 4 mêmes chaises. Je suis dans la chaise de Théo, celle du côté de la fenêtre en saillie. Dans l'assiette devant moi, des spaghettis à l'huile d'olive, à l'ail, au zeste de citron. Sa recette. L'assiette vient de Strasbourg. Il y a une serviette en tissu pliée à côté. La chaise pliante est dans le garage. Je ne l'ai pas jetée. Un jour, peut-être. Pas ce soir. Au-dessus du buffet, il y a une photo encadrée, 20 sur 25 cm, Viviane dans une robe en lin blanc, enceinte de 8 mois, qui sourit au photographe comme si elle savait déjà qui elle attendait. En dessous, une petite plaque. Elle dit simplement « Viviane Duval, architecte, mère ». Je lève mon verre vers elle. Je ne bois pas tout de suite, je ne dis rien à voix haute. Je n'en ai pas besoin. Mon nom est Zara Duval, j'ai 32 ans. Ma mère s'appelait Viviane Duval. Elle était précise, brillante, courageuse. Elle a conçu chaque mur de cette maison. Elle m'a aimée pendant 4 mois avant de me perdre. Elle a bâti cet endroit pour que j'y revienne un jour. Et après 32 ans, je suis enfin là. Je suis rentrée maman. La table peut accueillir 4 personnes. Ce soir, il n'y a qu'une seule assiette. La chaise pliante ne reviendra plus jamais. Si cette histoire t'a touché quelque chose, dis-le-moi en commentaire et partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Je lis tout.